Les accusations ont commencé à 15h47, un samedi après-midi, lors de la réunion de famille des Miller. J'étais assise à une table de pique-nique au Golden Gate Park, mangeant une salade de pommes de terre et essayant de me faire invisible, quand mon père s'est levé pour faire un discours. « Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui », a dit papa en levant sa bière. « La famille, c'est tout. Nous nous soutenons les uns les autres. Nous nous aidons. Nous sommes là les uns pour les autres. » Il a fait une pause, et j'ai senti son regard se poser sur moi. Enfin, la plupart d'entre nous. Tante Patricia a repris le fil. Certaines personnes dans cette famille comprennent le sens de la générosité, du don en retour. Et d'autres personnes, a ajouté oncle Mike en me regardant droit dans les yeux, ne pensent qu'à elles-mêmes. Ma mère s'est levée. Je vais le dire franchement. Notre fille, Nathalie, n'a jamais aidé personne dans cette famille. Pas une seule fois. Elle est égoïste jusqu'au bout des ongles. 43 membres de la famille se sont tournés pour me fixer. Quand votre cousine Jenny a eu besoin d'aide pour son loyer, où était Nathalie? A poursuivi maman. Quand l'entreprise d'oncle Mike a eu besoin d'un prêt, où était Nathalie? Quand votre grand-mère a eu besoin de quelqu'un pour l'aider avec ses factures médicales, où était Nathalie? Nulle part, a terminé papa. Parce que Nathalie ne se soucie pas de la famille. Elle ne se soucie que d'elle-même. J'ai posé ma salade de pommes de terre, et je n'ai rien dit. Une déception complète, a ajouté maman, sa voix se brisant de manière théâtrale. Nous l'avons pourtant mieux élevé que ça. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu expliquer. J'aurais pu leur dire la vérité, sur où mon argent était réellement passé. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon détective privé. Moi, David, où es-tu? David, j'arrive dans 5 minutes. Les agents du FBI sont avec moi. Moi, timing parfait. J'ai reposé mon téléphone et j'ai souri légèrement. Ma cousine, Sarah, s'est penchée vers moi. Nathalie, ça va? Parfaitement. Ils sont vraiment durs. Ils sont honnêtes sur ce qu'ils ressentent. J'apprécie l'honnêteté. Mais tu n'es pas égoïste. Tu m'as aidé avec. Sarah, ai-je dit doucement, regarde ce qui va se passer. 4 minutes plus tard, un homme en costume est entré dans la zone de la réunion. Derrière lui, 3 agents du FBI en blouson marqué FBI en grandes lettres jaunes. La réunion est devenue silencieuse. David Martinez, le détective privé que j'avais engagé 3 mois auparavant, s'est dirigé directement vers ma table. Mademoiselle Miller? C'est moi. Je suis David Martinez, détective privé. Nous nous sommes parlé au téléphone. J'ai le rapport final de l'enquête sur la fraude financière que vous avez commandée. Toutes les têtes se sont tournées. Fraude? A dit papa. Quelle fraude? David a ouvert sa mallette. Mademoiselle Miller m'a engagé il y a 3 mois pour enquêter sur des irrégularités dans son rapport de crédit. Ce que j'ai trouvé, c'est une usurpation d'identité et une fraude financière de grande ampleur. Il a sorti un épais dossier. Au cours des 7 dernières années, quelqu'un a ouvert 23 cartes de crédit au nom de Mademoiselle Miller. Montant total des frais frauduleux, 267 000 $. Une agente du FBI s'est avancée. L'une d'entre elles, une femme d'une 40aine d'années, a brandi un badge. Je suis l'agente spéciale Carole Rodriguez, de la division des crimes financiers du FBI. Nous travaillons avec Monsieur Martinez sur cette affaire. Mademoiselle Miller, nous avons des mandats d'arrêt à exécuter aujourd'hui. Le visage de maman a pâli. Des mandats pourquoi? L'agente Rodriguez a consulté ses notes. Pour l'arrestation de Jenny Miller, Patricia Miller et Michael Miller, pour usurpation d'identité, fraude à la carte de crédit et fraude électronique. Le parc est devenu complètement silencieux. Ma cousine Jenny s'est levée. C'est ridicule. Je n'ai pas Jenny Miller, a poursuivi l'agente Rodriguez, vous avez ouvert 11 cartes de crédit en utilisant l'identité de votre cousine, Nathalie Miller, entre 2019 et 2024. Montant total des frais, 89 000 $. Les cartes ont été livrées à votre adresse. Vous avez effectué des achats dans des magasins près de votre domicile. Votre empreinte numérique est considérable. Le visage de Jenny s'est décomposé. Nathalie, je peux expliquer. Tante Patricia, a continué l'agente, vous avez ouvert cette carte de crédit au nom de Nathalie Miller entre 2020 et 2024.
Montant total des frais, 112 000 $. Vous avez utilisé ces cartes pour financer le mariage de votre fils, la rénovation de votre cuisine et un voyage en Europe. Tante Patricia s'est agrippée à la table. J'allais le rembourser. Oncle Mike, 5 cartes de crédit, 66 000 $ de frais, principalement des dépenses professionnelles pour votre projet de restaurant qui a échoué. Oncle Mike tremblait. Nathalie, tu as tellement d'argent. Je ne pensais pas que ça te manquerait. J'ai enfin pris la parole. Je n'ai pas tellement d'argent. Je suis professeur au lycée. Je gagne 68 000 $ par an. Mais tu n'aides jamais personne, a protesté papa. Tu dois avoir des économies. J'avais 180 000 $ d'économies, après 10 ans de budget rigoureux. Cet argent a disparu maintenant, parce que j'ai payé les mensualités minimales sur des cartes de crédit d'une valeur de 267 000 $ que je n'ai pas ouvertes, en essayant d'éviter la faillite, tout en cherchant qui commettait cette fraude contre moi. David m'a tendu un document. L'enquête a duré 3 mois. Les demandes de cartes de crédit ont été retracées jusqu'à 3 adresses. Les images de sécurité des magasins ont montré les titulaires des cartes. Les relevés bancaires ont montré les flux d'argent. Il s'est tourné vers ma famille. Pendant 7 ans, 3 membres de cette famille ont systématiquement détruit la vie financière de Nathalie Miller, tout en la traitant d'égoïste parce qu'elle ne leur donnait pas d'argent. L'agente Rodriguez s'est avancée avec des menottes. Jennifer Miller, vous êtes en état d'arrestation. Non, a hurlé Jenny. Nathalie, s'il te plaît. On est de la même famille. Patricia Miller, vous êtes en état d'arrestation. Tante Patricia s'est mise à pleurer. J'avais besoin de cet argent. Mon fils méritait un beau mariage. Michael Miller, vous êtes en état d'arrestation. Oncle Mike s'est jeté sur moi. Toi. Tu vas détruire cette famille. 2 agents l'ont maîtrisé. Alors qu'ils étaient emmenés, menottés, mon père a retrouvé sa voix. Nathalie, qu'as-tu fait? Je me suis protégé, ai-je dit doucement, de la famille qui me volait en plein jour, tout en me traitant d'égoïste. La première carte de crédit est apparue 5 ans après le début de ma carrière d'enseignante. J'avais 29 ans, et j'avais enfin économisé 50 000 $. Je pensais à acheter un appartement. J'ai vérifié mon score de crédit, dans le cadre du processus de préapprobation hypothécaire. Score de crédit, 592. Ce n'était pas possible. Je n'avais jamais manqué un paiement, jamais eu de solde, jamais eu de dette, à l'exception de mes prêts étudiants, que j'avais remboursés 2 ans plus tôt. J'ai consulté mon rapport de crédit complet. Il y avait 4 cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes. Solde total, 47 000 $. J'ai appelé les compagnies de cartes de crédit. Je n'ai pas ouvert ces comptes. Les demandes ont été soumises en ligne, en utilisant votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance et le nom de jeune fille de votre mère. Quelqu'un a usurpé mon identité. Vous devrez déposer une plainte à la police et une déclaration de fraude auprès de chaque compagnie. J'ai déposé des plaintes. J'ai fait des déclarations de fraude. J'ai passé 6 mois à faire fermer les cartes et à faire retirer les dettes de mon dossier. 1 an plus tard, c'est reparti. 3 cartes de plus, 38 000 $ de frais. Une autre année, 4 cartes de plus, 52 000 $. Chaque fois, je déposais des plaintes, je faisais des déclarations, je faisais retirer les dettes, mais cela prenait des mois. Mon score de crédit a chuté. Je ne pouvais pas acheter d'appartement, je ne pouvais pas obtenir de prêt pour une voiture, on m'a refusé un bail d'appartement. Pendant ce temps, lors des réunions de famille, les accusations ont commencé. Nathalie n'aide jamais personne. Elle est si égoïste avec son argent. Les enseignants gagnent bien leur vie, et elle fait comme si elle était fauchée. J'ai essayé d'expliquer une fois, à un dîner de Noël, il y a 3 ans. Quelqu'un n'arrête pas d'ouvrir des cartes de crédit à mon nom, avais-je dit. Je fais face à une usurpation d'identité depuis des années. C'est terrible, avait dit maman. Sais-tu qui fait ça? Pas encore, mais ça doit être quelqu'un qui a accès à mes informations personnelles. Eh bien, ce n'est personne dans cette famille, avait lancé papa. Nous ne ferions jamais ça. Je n'ai pas dit que c'était la famille. Tu l'as sous-entendu. J'ai juste dit que c'était quelqu'un qui avait accès à mes informations. Oncle Mike avait ri. Tu as probablement écrit ton numéro de sécurité sociale sur un site web douteux.
C'est pour ça que les jeunes se font arnaquer. J'ai arrêté d'en parler après ça, mais les cartes continuaient d'apparaître. La 6e année, mon crédit était détruit. J'avais dépensé 30 000 $ de mon propre argent, à payer les minimums sur des dettes frauduleuses en attendant que les enquêtes aboutissent. Mes économies avaient disparu. Mon score de crédit était de 580. Je vivais d'un chèque de paie à l'autre, incapable d'acheter une maison ou même de louer un bel appartement. Et à chaque réunion de famille, on me traitait d'égoïste parce que je ne prêtais pas d'argent aux parents qui demandaient « Peux-tu aider avec le loyer de Jenny ? Peux-tu prêter de l'argent à oncle Mike pour son entreprise ? Peux-tu contribuer aux factures médicales de grand-mère ? Je ne peux pas. Je fais face à des problèmes financiers. Égoïste. Décevante. Nous t'avons mieux élevé que ça. Il y a 6 mois, j'en ai eu assez. J'ai engagé David Martinez, un détective privé spécialisé dans l'usurpation d'identité. Je veux savoir qui me fait ça. Peu importe le coût. Ce genre d'enquête coûte généralement entre 15 000 et 25 000 $, avait-il dit. Parfait. Trouvez-les. Cela a pris 3 mois, mais David a tout trouvé. Ce que les gens ne comprennent pas à propos de l'usurpation d'identité, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le temps. Chaque carte frauduleuse nécessitait des heures au téléphone, à remplir des formulaires, à déposer des plaintes à la police, à contester des frais, à fournir des documents. J'avais passé, littéralement, des centaines d'heures sur 7 ans à lutter contre la fraude, tout en travaillant à plein temps comme enseignante. Enseigner n'est pas un travail de 9 à 17 heures. C'est de 7 heures à 17 heures, plus la correction le soir, plus la préparation des cours le week-end. Je n'avais pas de temps pour lutter contre la fraude chaque semaine, et je n'avais pas de vie, pas de rendez-vous, pas de loisirs, pas de vie sociale, juste le travail et la prévention de la fraude. Pendant ce temps, ma famille vivait bien. Jenny s'est mariée, a pris des vacances, et postait constamment sur Instagram sa vie bénie. Tante Patricia a rénové toute sa maison. Oncle Mike a ouvert et fermé 3 restaurants, tous à mon crédit, tout en me traitant d'égoïste. L'enquête de David a révélé le schéma. Jenny avait eu accès à mon courrier lorsqu'elle a brièvement vécu avec moi pendant son divorce. Elle avait pris des relevés bancaires, des offres de cartes de crédit, des documents fiscaux, tout ce dont elle avait besoin pour demander un crédit à mon nom. Elle avait recruté tante Patricia et oncle Mike lorsqu'ils avaient des problèmes financiers. Nathalie ne nous aidera pas, alors nous nous aiderons nous-mêmes. Ils s'étaient coordonnés, ouvrant des cartes à tour de rôle pour que le schéma ne soit pas évident, utilisant mes informations comme s'il s'agissait d'une propriété commune. Et toute la famille m'avait regardé lutter, tout en me jugeant de ne pas les aider davantage. 2 semaines avant la réunion, David a appelé avec son rapport final. Nathalie, j'ai tout, les noms, les dates, les montants, la documentation. C'est blindé. Dis-moi. Il m'avait tout expliqué, 23 cartes de crédit, 267 000 $ de fraude, et 7 ans de vol systématique par 3 membres de la famille. Que veux-tu faire de ces informations? Je veux qu'ils soient arrêtés. Tu es sûr? C'est ta famille. Ce sont des criminels. Ils ont détruit ma vie financière et m'ont traité d'égoïste en le faisant. Le FBI devra être impliqué. Fraude électronique, vol d'identité, ce sont des crimes fédéraux. Bien. Appelle-les. Nathalie, ta famille va te détester. Ils me détestent déjà. Ils le déguisent simplement en déception. David est resté silencieux un moment. Quand veux-tu que cela se produise? La réunion de famille a lieu dans 2 semaines. Peux-tu avoir tout prêt d'ici là? Tu veux que j'amène des agents du FBI à une réunion de famille? Je veux qu'ils soient arrêtés devant tous ceux qui ont passé 7 ans à me traiter d'égoïste. C'est froid. C'est la justice. Les 2 semaines avant la réunion, je me suis préparé avec soin. D'abord, j'ai rencontré l'agente spéciale Carole Rodriguez et son équipe. Ils ont examiné les preuves de David. C'est un excellent travail d'enquête, a-t-elle dit. Un schéma de fraude clair. Plusieurs auteurs, plus de 250 000 $. Ce sont des accusations graves. Que leur arrivera-t-il? S'ils sont reconnus coupables, ils risquent de 5 à 10 ans chacun pour vol d'identité et fraude électronique, plus une restitution. Restitution? Ils devront te rembourser. Tout. Je veux juste qu'ils arrêtent, et que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Une arrestation publique lors d'une réunion de famille y parviendra certainement. Bien.
Deuxièmement, j'ai tout documenté. J'ai imprimé des copies du rapport de David, j'ai fait une chronologie de chaque carte frauduleuse, et j'ai calculé le préjudice total, 267 000 $ de frais frauduleux, plus 30 000 $ de mon propre argent dépensé en paiement minimum, plus environ 800 heures de mon temps à gérer la fraude. Troisièmement, je me suis préparé émotionnellement. Cela allait détruire les relations familiales. Mes parents seraient dévastés. Mes autres parents seraient forcés de choisir leur camp. Mais j'en avais assez d'être la méchante, dans une histoire où j'étais en fait la victime. La nuit avant la réunion, ma sœur a appelé. « Nathalie, tu viens demain ?»« Oui. »« Écoute, maman et papa sont assez contrariés que tu n'aies pas aidé Jenny avec son loyer le mois dernier. Je suis au courant. Peux-tu juste... Je ne sais pas t'excuser? Faire la paix? Ils vont en parler. Laisse-les faire. Tu es têtu. Je suis honnête. C'est la même chose. On verra. » Après que Jenny, Patricia et Mike aient été emmenés, menottés, le parc est resté silencieux. 40 membres de la famille me fixaient, certains choqués, d'autres en colère, d'autres encore avec ce qui aurait pu être de la honte. David Martinez s'est éclairci la gorge. Pour ceux que ça intéresse, j'ai ici des copies du rapport d'enquête. Il documente 7 ans de fraude financière systématique, par 3 membres de la famille, contre Nathalie Miller. Mon père a retrouvé sa voix. Tu as fait arrêter des membres de ta propre famille. J'ai fait arrêter 3 criminels. Il se trouve qu'ils sont de ma famille. C'est ta cousine, ta tante et ton oncle. Ils ont ouvert 23 cartes de crédit à mon nom. Ils ont volé 267 000 $. Ils ont détruit mon crédit pendant 7 ans, pendant que vous me traitiez tous d'égoïstes. Maman pleurait. Comment as-tu pu faire ça? Comment j'ai pu signaler des crimes? Comment j'ai pu me protéger? Comment j'ai pu arrêter de laisser des membres de ma famille me voler, pendant que le reste d'entre vous me jugeait de ne pas leur donner plus d'argent? On ne savait pas, a protesté papa. Vous n'avez pas demandé. Je vous ai dit il y a des années que je faisais face à une usurpation d'identité. Vous l'avez ignoré. Tante Suzanne, la sœur de Patricia, s'est avancée. Nathalie, il doit y avoir un autre moyen. Ils vont aller en prison. Ils ont commis des crimes fédéraux. Ne peux-tu pas abandonner les charges, s'il te plaît? Non. Pourquoi pas? Parce que pendant 7 ans, j'ai payé pour le style de vie de Jenny, la rénovation de la maison de Patricia et les entreprises ratées de Mike, tout en travaillant 60 heures par semaine comme enseignante, et en m'entendant dire que je suis l'égoïste de ne pas aider davantage. C'en est fini. Mon cousin Tom, le frère de Jenny, était furieux. Tu détruis cette famille. Ta sœur a détruit ma vie financière. Je ne fais que la tenir pour responsable. Elle a des enfants. Que sont-ils censés faire pendant qu'elle est en prison? Que étais-je censé faire pendant qu'elle commettait une fraude? Pendant qu'elle épuisait les limites des cartes de crédit à mon nom? Pendant qu'elle ruinait mon crédit pour que je ne puisse pas acheter une maison, ni même louer un appartement décent? Tu n'as pas d'enfant. Elle, si. Ce n'est pas une justification pour des crimes fédéraux, Tom, est intervenu David. Les preuves montrent que Madame Jenny Miller a ouvert sa première carte de crédit frauduleuse au nom de Nathalie 2 mois avant son mariage. Elle l'a utilisée pour payer sa lune de miel. Elle a ensuite continué à ouvrir des cartes pour financer son style de vie, tout en sachant que cela détruisait le crédit de sa cousine. Patricia Miller a rénové sa cuisine avec un crédit frauduleux, a pris des vacances en Europe et a payé le mariage de son fils, tout cela pendant que Nathalie faisait un deuxième travail de tutorat pour payer les minimums sur des dettes qu'elle n'avait pas créées. Michael Miller a ouvert 5 cartes en 18 mois pour financer des projets de restaurants qui ont échoué. Quand ils ont échoué, il a abandonné la dette. Une dette qui était attachée au nom de Nathalie, détruisant son score de crédit jusqu'à 580. Il a regardé autour de la réunion. Ce n'étaient pas des erreurs. C'était une fraude calculée et systématique, sur 7 ans, par 3 personnes qui avaient accès à des informations familiales. Ma mère secouait la tête. Je ne crois pas ça. Il doit y avoir une explication. Il y a une explication, ai-je dit. Ce sont des voleurs, et vous les avez tous encouragés en me traitant d'égoïste quand je ne pouvais pas leur donner d'argent, parce qu'ils m'avaient déjà tout volé. Grand-mère Rose a pris la parole. Elle avait 92 ans et était toujours aussi vive. Nathalie, leur as-tu déjà demandé de l'aide?
Non. Pourquoi pas? Parce que j'avais honte. Parce que je pensais avoir échoué d'une manière ou d'une autre. Parce que chaque fois que j'ai mentionné l'usurpation d'identité, quelqu'un dans cette famille m'a dit que c'était de ma faute, que j'étais négligente. Je suis désolé, a dit doucement grand-mère. Je suis désolé que nous n'ayons pas écouté. Merci. L'agente Rodriguez s'est avancée. Mademoiselle Miller, avez-vous autre chose à ajouter? Juste une chose. Je me suis levé et j'ai adressé la parole à la réunion. Pendant 7 ans, vous m'avez tous regardé lutter. Vous m'avez jugé de ne pas aider financièrement mes proches. Vous m'avez traité d'égoïste, de décevante, de froide. Pas une seule fois, quelqu'un n'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide, si quelque chose n'allait pas. Vous avez juste supposé que j'étais le problème. Maintenant, vous connaissez la vérité. Le problème n'a jamais été moi. Le problème, c'était 3 criminels qui volaient leur famille, et une famille qui a choisi de ne pas le voir. J'ai pris mon sac. Je pars maintenant. David a des copies du rapport si quelqu'un veut comprendre ce qui s'est réellement passé. Le FBI vous contactera s'ils ont besoin de déclarations de témoins. Nathalie, attends, ma sœur m'a attrapé le bras. Où iras-tu? À la maison. Dans mon appartement que je pouvais à peine me permettre parce que mon crédit était détruit. Pour commencer à reconstruire ma vie, maintenant que la fraude a cessé. Et la famille? Et la famille? Ils ont choisi de croire que j'étais égoïste plutôt que d'enquêter sur les raisons de mes difficultés. C'est leur problème. Je me suis dirigé vers la sortie du parc. Derrière moi, j'ai entendu des disputes, des pleurs, de la confusion. J'ai continué à marcher. Le premier appel est arrivé 20 minutes plus tard. Papa, Nathalie, on doit parler de ça. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas détruire cette famille comme ça. Je ne l'ai pas détruite. Jenny, Patricia et Mike l'ont fait. J'ai juste exposé la vérité. Ne peux-tu pas abandonner les charges? Non. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont commis des crimes fédéraux. Parce qu'ils ont volé 267 000 $. Parce qu'ils ont détruit 7 ans de ma vie. Parce qu'ils doivent faire face aux conséquences. C'est ta famille. La famille ne commet pas d'usurpation d'identité, papa. Les criminels, si. Il a raccroché. Maman a appelé ensuite. Nathalie, s'il te plaît. Patricia est ma sœur. Elle a fait une erreur. 23 cartes de crédit en 7 ans, ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. Elle était désespérée. Je l'étais aussi. Mais je n'ai pas commis de crime. Comment peux-tu être si froide? Comment peux-tu défendre quelqu'un qui a volé ta fille? Elle a raccroché. Les textos ont commencé à affluer. Cousin Tom, tu es morte pour cette famille. Tante Suzanne, j'espère que tu es heureuse, en train de ruiner des vies. Oncle Dave, on a toujours su que tu étais égoïste. Maintenant on sait que tu es aussi vindicative. Mais il y a eu d'autres messages aussi. Ma sœur, Mélissa, je suis désolé. Je ne t'ai pas cru à propos de l'usurpation d'identité. J'aurais dû écouter. Cousine Sarah, merci d'avoir été courageuse. Ce qu'ils ont fait était mal. Grand-mère Rose, viens me voir demain. Nous devrions parler. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement et j'ai pleuré. Pas de regret, mais de soulagement. Pendant 7 ans, j'avais été en train de me noyer. Travaillant 2 emplois, luttant contre la fraude, regardant mes économies s'évaporer, me faisant traiter d'égoïste par des gens qui me volaient littéralement. Maintenant, c'était fini. Le FBI avait les auteurs. La fraude cesserait. Je pourrais commencer à reconstruire. Mais la famille. Elle était brisée, probablement pour toujours. Et j'ai réalisé que c'était acceptable. Le processus judiciaire a duré 18 mois. Jenny a plaidé coupable de 11 chefs d'accusation d'usurpation d'identité, a été condamnée à 4 ans de prison fédérale, et à 3 ans de liberté surveillée. Elle a été condamnée à payer 89 000 $ de restitution plus les intérêts. Patricia a plaidé coupable de 7 chefs d'accusation, a eu 3 ans de prison, 3 ans de liberté surveillée, et 112 000 $ de restitution. Mike est allé au procès, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, et a eu 5 ans de prison, 5 ans de liberté surveillée, et 66 000 $ de restitution.
Les ordonnances de restitution comprenaient des plans de paiement. Je récupérerais mon argent un jour, peut-être en 10 ans, peut-être en 20. Mais je ne me souciais plus de l'argent. Je me souciais de la validation. La famille s'est divisée, comme on pouvait s'y attendre. La moitié croyait que j'avais fait ce qu'il fallait, l'autre moitié que j'avais détruit la famille par vengeance. Mes parents ont pris le parti des criminels et ont cessé de me parler. Ils ont dit aux gens que j'étais vindicative et cruelle. Ma sœur, Mélissa, a pris mon parti. Ce qu'ils ont fait était inadmissible. Tu avais tout à fait le droit de porter plainte. Grand-mère Rose a appelé ça le jugement que la famille méritait. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai déménagé dans un nouvel appartement, et j'ai commencé le lent processus de reconstruction de mon crédit. 6 mois après les arrestations, le San Francisco Chronicle a publié un article, une enseignante locale expose une usurpation d'identité de $267 000 par des membres de sa famille. L'article détaillait tout, les 7 ans de fraude, les accusations de la famille, et les arrestations à La Réunion. Il est devenu viral. Le journaliste a demandé, « Avez-vous des regrets ?» Je regrette de ne pas avoir enquêté plus tôt. J'aurais pu arrêter ça il y a des années si j'avais engagé un détective privé plus tôt. Et les relations familiales? Je regrette que ma famille ait choisi de se ranger du côté des criminels au lieu d'une victime. Mais je ne regrette pas d'avoir porté plainte. L'usurpation d'identité est un crime grave. Le fait qu'il ait été commis par des proches ne le rend pas moins grave. Votre mère nous a dit que vous aviez toujours été égoïste, que cela correspondait à votre caractère. Ma mère a permis à 3 personnes de commettre des crimes fédéraux contre moi, tout en me traitant d'égoïste parce que je ne leur donnais pas d'argent. Son opinion sur mon caractère n'a aucune valeur. C'est dur. C'est honnête. J'ai passé 7 ans à me faire manipuler par des gens qui me volaient. J'en ai fini d'être poli à ce sujet. L'article a été publié avec ma photo d'enseignante. En quelques jours, j'ai reçu des dizaines de messages d'autres victimes d'usurpation d'identité. Merci d'en avoir parlé. Je fais face à une fraude familiale aussi. Voir votre histoire m'a donné le courage de le signaler. Vous n'êtes pas égoïste, vous êtes courageuse. 1 an après les arrestations, j'ai assisté à une conférence de défense des victimes de fraude à Washington, D.C. J'ai raconté mon histoire à une salle de 500 personnes. L'usurpation d'identité par des membres de la famille est sous-déclarée, ai-je dit, parce que les victimes subissent des pressions pour protéger leur famille au lieu d'elles-mêmes. On nous dit que signaler des crimes nous rend vindicatives ou cruelles. Mais le vol est le vol. La fraude est la fraude. Un crime ne devient pas moins grave parce que l'auteur est un parent. J'ai perdu 7 ans de ma vie, $267 000, et mes relations familiales. Mais j'ai aussi gagné quelque chose, ma dignité, ma vérité, et mon droit de dire ça suffit. Le public m'a fait une ovation debout. 2 ans après les arrestations, j'ai enfin acheté un appartement. Mon score de crédit était remonté à 7,20 $. J'avais économisé un autre apport. J'avançais enfin. Ma sœur, Mélissa, m'a aidé à déménager. Maman a demandé de tes nouvelles, a-t-elle dit avec précaution. Comment va-t-elle? Dévastée. Jenny est en prison. Patricia est en prison. Mike est en prison. Papa n'en parle pas. Toute la famille est fracturée. C'est malheureux. Elle veut s'excuser. Pourquoi? Pour m'avoir traité d'égoïste? Pour avoir défendu des criminels? Pour avoir choisi sa sœur plutôt que sa fille? Tout ça. Je n'ai pas besoin de ses excuses. J'avais besoin de son soutien il y a 7 ans, quand ça aurait compté. Les gens font des erreurs, Nathalie. Les erreurs sont des accidents. Ce que maman a fait était un choix. Elle a choisi de croire que j'étais égoïste plutôt que d'enquêter sur les raisons de mes difficultés. Ce n'était pas une erreur, c'était un jugement. Pourras-tu jamais lui pardonner? Je ne sais pas. Peut-être. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Je peux pardonner et choisir de ne pas avoir de relation. C'est triste. Ce qui est triste, c'est qu'il a fallu $267 000 de fraude et 3 arrestations fédérales pour qu'elle réalise qu'elle avait tort sur moi. C'est ça qui est triste. Nous avons fini de déménager en silence. Cette nuit-là, dans mon nouvel appartement, je me suis assise sur mon canapé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 7 ans, la paix. Pas parce que j'avais récupéré mon argent, ce n'était pas le cas,
pas vraiment, les paiements de restitution arrivaient au compte-gouttes, à 2 cents $ par mois. Pas parce que ma famille s'était excusée, ils ne l'avaient pas fait, pas de manière significative. Mais parce que j'avais enfin dit la vérité, et que je m'étais choisi, au détriment de gens qui avaient passé des années à choisir tout le monde sauf moi. C'était suffisant. J'ai reçu une lettre de Jenny, de prison. Chère Nathalie, j'ai eu 3 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait, 3 ans pour comprendre les dommages que j'ai causés, et 3 ans pour réaliser que j'ai détruit ta vie en te traitant d'égoïste. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas assez. Je sais que désolé ne te rendra pas 7 ans, ni 89 000 $, ni tes relations familiales. Mais je suis désolé quand même. Je me disais que je te rembourserais, que c'était temporaire, que ça te manquerait pas parce que tu étais célibataire sans enfant et que j'avais une famille à soutenir. J'avais tort. J'étais une voleuse, et je mérite d'être ici. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai fait. Jenny, j'ai lu la lettre 2 fois. Puis j'ai répondu, Jenny, merci pour tes excuses. Je les accepte. Mais accepter des excuses n'efface pas les conséquences. Tu as commis des crimes fédéraux. Tu as détruit mon crédit, mes économies et ma confiance en la famille. J'espère que la prison t'a donné le temps de devenir une meilleure personne. J'espère que tu utiliseras cette croissance pour être une meilleure mère quand tu sortiras. Mais nous n'aurons pas de relation. Ce que tu as fait ne peut pas être annulé par des excuses. Je te souhaite le meilleur, de loin. Nathalie, je l'ai posté et j'ai tourné la page. Parce que le pardon n'est pas la réconciliation. On peut pardonner à quelqu'un et choisir de ne pas le laisser revenir dans sa vie. On peut reconnaître sa croissance et se protéger de futurs préjudices. On peut lui souhaiter le meilleur et s'éloigner. Et c'est acceptable, parce qu'au final, je me suis choisi, au-delà des attentes familiales, au-delà de la pression de pardonner, au-delà du récit selon lequel les victimes devraient être magnanimes. Je me suis choisi, et je le referai à chaque fois.